Bien, écoutez, je crois que nous allons pouvoir démarrer. Je voudrais d'abord remercier les intervenants, que je présenterai brièvement ensuite, remercier les participants qui se sont inscrits nombreux à ce deuxième webinaire organisé par Smart Tunisia. Le premier l'était sur les atouts, la présentation de la Tunisie avec ses réalisations, ses moyens numériques. Le second est réservé à la collaboration qui peut s'établir entre la Tunisie et l'Afrique du Nord comme l'Afrique subsaharienne dans le domaine numérique. Donc, ce webinaire va durer 75 minutes. On va essayer de respecter ce délai. Les participants peuvent poser des questions que je relayerai auprès des intervenants. Il y a en bas de l'écran deux icônes, converser, questions et réponses. Donc, libre à vous de poser les questions à caractère général, s'adressant à tous, ou de manière plus spécifique à un des intervenants. Bien. Alors, ces intervenants, il y a malheureusement, pris par une contrainte gouvernementale, le ministre Azabi ne peut pas être des nôtres cet après-midi. Il vous présente tous ses regrets. Nous avons Badreddine Ouali, qui est PDG de Vermeg. Vermeg est une société d'édition de logiciels, et Badreddine est également président de Smart Tunisia, qui est un partenariat public-privé entre l'État tunisien et la Fondation Tunisie Développement, dont il est également le président. Et Badreddine Ouali a une grande expérience de l'international et du numérique. Nous avons Mohamedou Ayatou, qui a également une grande expérience à la Banque mondiale dans le secteur privé et qui est aujourd'hui à la Banque africaine de développement à Abidjan, chargé de la promotion du secteur privé pour la BAD et qui, à ce titre, intervient auprès des entreprises et dans le secteur numérique. Nous avons Martin Labbé. Martin Labbé est au Centre de commerce international, qui est une organisation hybride, à la fois l'OMC et la CNUSED, et qui a une expérience en Afrique, mais également dans le reste du monde, d'appui aux entreprises du numérique et avec une approche globale. Nous avons 3 témoins, c'est-à-dire 3 entrepreneurs actifs en matière numérique et actifs en direction de l'Afrique. Nous avons donc Ombline Bernard Manussé, qui est à la tête de Vocalcom et qui a une action forte avec la Tunisie. Nous avons Emna Harouf, qui est partenaire chez Deloitte et qui, à ce titre, couvre une partie de l'Afrique, et Ilyes Bdioui, qui est à la tête de Tunisie créative. Et donc, ils nous feront part de leur expérience. L'idée étant naturellement de rechercher des synergies entre la Tunisie et le reste de l'Afrique, et bien sûr l'Afrique en elle-même. Le numérique s'est développé considérablement en Afrique ces dernières années, notamment dans le mobile banking, dans le e-commerce, mais on est encore loin d'avoir une situation satisfaisante dans tous les secteurs, ce qui est tout à fait normal. Il y a beaucoup de besoins à couvrir, et pour couvrir ces besoins, il faut, comme on le fait en Europe, raisonner à l'échelle du continent, raisonner à la coopération au sein de ces continents, donc dans la coopération sud-sud, pratiquer l'échange d'expériences et naturellement retirer le maximum de profit
d'opportunités du multilatéralisme, que ce soit avec l'ICT ou avec la BAD. Voilà un peu l'arrière-plan dans lequel se situe ce webinaire. Et sans s'attendre, je vais demander à Bedreddine Wali de rappeler la position de la Tunisie en matière numérique, en matière informatique, et de nous faire part de son expérience, de ses projets, à la fois comme entrepreneur et comme président de Smart Tunisia et de la Fondation Tunisie Développement. Merci Badreddine. Merci Serge. Je vais profiter de l'absence de Monsieur le ministre pour peut-être faire une présentation moins diplomatique de la Tunisie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien ce pays. La Tunisie a eu la chance géographique d'être entre deux géants qui ont plein d'argent, l'Algérie et la Libye, et du coup n'a pas été en position de rentrer en compétition avec ces pays sur le plan militaire. Et ça a sauvé un peu la Tunisie pendant 50 ans parce que, en plus du côté visionnaire de Bourguiba qui a parié sur l'éducation et la santé, il n'y avait pas de tentation de s'armer et du coup de dépenser son budget dans des choses qui sont peu utiles et en tout cas qui ne servaient à saquer ou à réprimer son propre peuple. Du coup, la Tunisie a eu la chance d'avoir, de manière extrêmement privilégiée, une population très bien éduquée et une surproduction, si j'ose dire, de talents par rapport à sa consommation locale. Et ça a permis au pays non seulement de s'équiper en infrastructure, d'équiper en digital, en informatique ses propres organisations, mais aussi de rayonner autour de soi, que ce soit vers le nord, vers le sud ou l'est ou l'ouest. Et cet état de fait historique et géographique a été extrêmement bénéfique. Et d'ailleurs, la Tunisie en cueille toujours les fruits jusqu'à aujourd'hui, puisque pour le Covid-19, je pense que vous le savez, 1 millier de cas, une cinquantaine de morts, très, 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 très loin derrière des pays comme la Belgique, qui a une population similaire à la Tunisie en termes de taille. Donc, le système médical a réussi à fonctionner. Ça n'enlève pas son mérite au gouvernement qui a pris les bonnes décisions, mais l'infrastructure et la machine étaient au rendez-vous. Je pense qu'il y a eu aussi un événement très important. Finalement, il y a 10 ans, la Tunisie a mis ses pieds dans les pas du Sénégal et d'autres pays pour entamer un cheminement démocratique. Et vous savez que les pays arabes n'ont pas été les premiers à aller vers la démocratie et pour beaucoup d'entre eux, c'est toujours le cas. Et la démocratie, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le respect des données, la protection des données, le fait d'adopter les normes européennes et les normes internationales en termes de protection de données est absolument essentiel. Et la Tunisie démocratique a enfin adopté tous ces instruments. Et nous avons en Tunisie la même protection des données personnelles que celle que vous trouvez dans tous les pays de l'OCDE et tous les pays développés. Et ça, c'est un fruit de la démocratie. Donc, sur cette base à la fois de populations éduquées, d'infrastructures qui ont été plutôt solides et la crise du Covid a démontré que le système de santé est bon, mais aussi le système Internet est bon, puisque la plupart des entreprises se sont mises, celles qui le pouvaient, en télétravail, et il n'y a pas eu une rupture, alors que dans des pays plus riches que nous, entre guillemets, il y a eu des ruptures régulières d'Internet. Tout ça, c'est allé dans la bonne direction, et l'achèvement de la démocratie a fait que les choses n'ont fait que s'améliorer sur ce plan-là. D'ailleurs, en ce moment, l'État essaie de mettre les bouchées doubles et avec des projets de digitalisation encore plus importants qu'avant, puisque chat échaudé craint l'eau froide, si j'ose dire.
Alors, les expériences africaines, elles ne sont pas nouvelles en Tunisie et dans les deux sens. Nous avons dans les panélistes des gens qui vont parler mieux que moi et qui sont des praticiens, mais je voudrais citer deux exemples. Un exemple de la Tunisie vers l'Afrique, qui est l'exemple de la télécompensation. Il y a 8 pays africains aujourd'hui qui utilisent les mêmes systèmes qu'en Tunisie et qui ont été fabriqués et conçus en Tunisie. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que finalement, dans d'autres secteurs comme la bourse ou le dépositaire central, la coopération avec l'Europe a eu un effet négatif. L'effet positif, c'est une accélération de l'automatisation. L'effet négatif, c'est que ça n'a pas créé de valeur dans le pays en question. Et du coup, aujourd'hui, tous les pays africains sont importateurs nets de technologies dans le domaine de la bourse et des dépositaires centraux, alors que sur la télécompensation, là, il y a un exemple positif différent, qui est que la Tunisie a su fabriquer de la technologie locale et la vendre en Afrique. De l'autre côté, il y a une start-up africaine qui a fait un carton en Tunisie, si j'ose dire, qui est Jumia. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui s'est fait dans le sens sud-sud, et cette fois-ci vers la Tunisie. Et vraiment, je me réjouis beaucoup du fait qu'il y ait ces respirations-là. Alors, il y a eu des pionniers, je ne résiste pas au plaisir de les citer. ID et le groupement informatique qui ont été les premiers à aller au Rwanda pour travailler sur des systèmes de sécurité sociale, etc. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres initiatives et qui sont allées dans le bon sens et qui ont enrichi ce terroir-là. Donc, aujourd'hui, la Tunisie technologique regarde un peu son nombril parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Tunisie, regarde vers le nord parce que la demande en digital est très, très importante, regarde aussi vers le sud parce qu'il y a beaucoup d'expériences réussies et qui pourraient profiter à la Tunisie et beaucoup d'expériences tunisiennes réussies qui pourraient profiter à l'Afrique. J'ai cité la télécompensation, j'ai cité Jumia, je pourrais citer le paiement digital, je pourrais citer beaucoup d'autres projets dans lesquels l'expérience africaine est plus pertinente, et je vais terminer sur cette idée-là, que l'expérience mondiale ou européenne ou internationale. Et à titre d'exemple, quand par exemple il s'agit d'informatiser les chèques, la Société Générale a un volume quotidien de chèques supérieur au volume de la Tunisie pour une année. Donc les systèmes qui sont mis en place aux États-Unis et en Europe sont totalement disproportionnés pour un usage africain. Et avoir une fabrication africaine, ça signifie des solutions plus pertinentes, technologiquement, plus modernes, moins chères et plus adaptées. Et je pense que cette coopération doit pouvoir continuer et les exemples qui sont là pour témoigner sont les meilleures illustrations de ce que je viens de dire. Voilà. Serge, à toi la Merci Badreddine de cette présentation et de ces deux exemples. Effectivement, une adaptation des produits à des marchés qui sont différents des grands marchés occidentaux. C'est une des fonctions de la Banque africaine de développement de soutenir les entreprises privées, de leur permettre d'accéder dans de meilleures conditions. Il y a une série de programmes et d'exemples qui illustrent cette volonté. Mohamedou Ayatou est au sein de la BAD, je le rappelle, chargé du secteur privé. Il a donc une expérience de terrain et merci de nous la faire partager. Merci beaucoup, Serge. Effectivement, donc peut-être en préambule, ce que je voulais très rapidement dire, c'est pour abonder un petit peu dans le sens de l'introduction initiale que vous aviez faite, c'est qu'effectivement, la BAD, ça fait à peu près, ça fait moins d'un an que je suis à la BAD en tant que responsable en chef de la stratégie secteur privé de l'institution. Mais avant ça, j'ai passé pas mal d'années avec la Banque mondiale en tant que lead Private Sector Development Officer, où je faisais à peu près la même chose en Afrique et puis un peu au Moyen-Orient. Et puis avant ça, j'ai passé pas mal de temps dans le secteur privé, notamment travailler avec des fonds d'investissement, avec des incubateurs, etc., etc. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est pour dire que bon, mon intervention, en fait, va probablement consolider toutes ces expériences-là
Et donc, ce que je proposais de faire, c'est peut-être très rapidement structurer mon intervention en 4 points. Donc, le premier, c'est peut-être donner quelques éléments de contexte. Comprendre un petit peu le contexte dans lequel est-ce que on parle de l'entrepreneuriat digital, hein, et du développement digital. Le second, c'est parler peut-être plus précisément donc, de la stratégie de développement du secteur privé de la BAD. Ensuite, le troisième point, c'est de parler un petit peu des modes d'intervention de l'institution et des instruments qui sont utilisés. Et enfin, peut-être dire 2-3 mots sur cette notion de coopération sud-sud. Alors, sur les éléments de contexte, étant entendu que les pays africains, comme d'ailleurs n'importe quel autre pays d'Afrique, ne peuvent se développer sans une forte participation du secteur privé. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place un dispositif intégré pour voir comment accompagner le développement économique avec une forte participation du secteur privé. Et c'est un peu dans cette logique-là dont il s'inscrit là-bas. Alors, juste pour illustrer rapidement, on estime qu'à peu près 90% des emplois créés en Afrique le sont par le secteur privé, que plus de 70% des investissements réalisés, c'est le secteur privé, et que plus de 80% de la richesse créée l'est par le secteur privé. Et ça, c'est sans compter naturellement les éléments de facteurs d'inclusion, d'amélioration de la qualité de vie, etc., auxquels contribue le secteur privé. Donc, c'est pour dire l'importance du secteur privé dans l'achèvement des objectifs de développement de nos pays en Afrique. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est par rapport à ça. Donc, quelle est la stratégie d'accompagnement du secteur privé de l'institution, de la BAD? Et la stratégie, elle s'articule essentiellement autour de 3 piliers. On s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est de voir comment on peut aider à améliorer l'environnement des affaires, qui est un prérequis pour le développement du secteur privé, y compris le digital. Et là-dedans, naturellement, il y a tout ce qui a les réformes institutionnelles, l'environnement institutionnel et réglementaire, les réformes sectorielles, les renforcements de capacités institutionnelles. Et ça s'applique aussi au domaine du digital. Donc, un des domaines dans lesquels on intervient pas mal, c'est justement en amont de la création ou d'aider les gouvernements à créer cet environnement institutionnel et réglementaire pour favoriser donc, le développement du digital avec des lois sur le digital, etc. Le deuxième pilier sur lequel s'appuie la stratégie donc, de la BAD pour l'accompagnement du secteur privé, c'est le développement des infrastructures socio-économiques, qui également est une grosse contrainte, non seulement au développement, mais particulièrement au développement du secteur privé. Et là-dedans, évidemment, on a des activités de financement des projets dans déjà les infrastructures, on va dire, un peu structurantes, comme les transports, l'énergie, les télécoms, justement, tout ce qui est Internet, mais également tout ce qui est infrastructure financière et dans certains cas même des infrastructures dédiées au développement du secteur privé. Donc là, j'entends les zones industrielles, les zones économiques spéciales, les pôles de croissance, les zones franches, etc. Et juste pour vous donner un petit peu une idée du niveau d'intervention de la BAD, je crois qu'entre 2013 et 2018, donc en l'espace de 5 ans, on a eu à peu près, dans les infrastructures, à peu près une trentaine de milliards de dollars. Donc ça, c'était la contribution de la BAD. Et puis, naturellement, en face de ça, il y avait le financement du privé qui était quasiment le double de ça. Et une bonne partie de ça s'est fait sous la forme de partenariat public-privé. Et donc, je vous ai parlé du deuxième pilier, les infrastructures économiques. Et le troisième pilier, qui bon, peut-être vous intéresse plus directement ici, c'est la promotion de l'entreprise privée. La promotion de l'entreprise privée, très rapidement, on va dire, 4 axes d'intervention. Le premier, c'est un soutien direct à la petite et moyenne entreprise. Et là-dedans, ce qu'on vise plus spécifiquement, c'est la formalisation. Parce que malheureusement, dans nos pays, le secteur informel représente jusqu'à 90% du secteur privé. On a souvent tendance à faire comme si ce n'était pas le cas. Donc, la formalisation, c'est un. Deuxièmement, l'accès au marché. Parce que sans marché, il n'y a pas d'entreprise. Troisièmement, c'est l'accès au financement. Et quatrièmement, c'est tout ce qui a à voir avec l'innovation. Donc, l'accès aux technologies, comment rendre
des process beaucoup plus efficients. Et l'innovation s'applique à tout ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que tout ce qui est formalisation, accès au marché, etc. L'importance des technologies pour accélérer justement ces réalisations-là sont absolument capitales. Deuxièmement, il y a donc le financement direct aux entreprises sous la promotion de l'entreprise privée. Et là, on finance directement des projets privés aux entreprises privées, dans le truchement, notamment de prise de participation ou même de prêts à moyen, long terme. Et là, je pense qu'on est autour de le minimum, bon, on est en train de travailler dessus parce que c'est un sujet de controverse, mais le minimum, je crois, pour les projets, on est autour de 20 millions de dollars pour pouvoir intervenir en termes de prise de participation. Donc, c'est vrai que ça exclut beaucoup d'entreprises, mais c'est un peu pour vous donner une idée. Le troisième type d'intervention pour la promotion du secteur privé, c'est donc l'entrepreneuriat digital, plus spécifiquement. Et là, on a plutôt une approche écosystème. C'est de voir un petit peu, depuis le stade de la création, de l'incubation, le financement, le développement, etc., où est-ce qu'on peut intervenir dans la chaîne pour essayer de renforcer l'écosystème dans son ensemble et donc soutenir l'entrepreneuriat digital. Et le quatrième, donc, sur la promotion de l'entreprise privée, c'est tout ce qui est, on va dire, les économies d'agglomération. Et ça inclut les chaînes de valeur, ça inclut les etc., qui sont des plateformes assez fertiles pour intégrer justement dans les systèmes d'approvisionnement, les PME locales, etc. Et là aussi, pour vous donner une idée, je crois que sur les 5 dernières années, en termes de participation, plus de participation, on est à peu près à 750 compagnies dans lesquelles on est intervenu financièrement. Et des participations, on a à peu près plus d'un demi-million de PME qui ont bénéficié directement ou indirectement de l'appui financier de la BAD, avec une implication d'à peu près de plus d'1 milliard de dollars sur donc, la création de valeur et plus de 200 000 emplois créés, etc. Donc ça, c'est le troisième pilier de la promotion de l'entreprise privée. Et puis finalement, donc, je voulais un petit peu parler des modes d'intervention. Et les modes d'intervention de la BAD, il y en a deux. En gros, hein, donc, il y en a qui sont dans les sous-ensembles, il y en a deux. Le premier, c'est le financement public. Donc, c'est l'argent qu'on prête ou qu'on donne au gouvernement pour financer dans les infrastructures et tout le programme de développement du pays. Et deuxièmement, il y a donc le financement direct dans le secteur privé, dans l'entreprise privée. Et dans la stratégie, donc, ce qu'on essaye de faire, c'est littéralement de créer cette synergie entre le financement public et le financement et le développement du secteur privé. Donc, de faire en sorte que ce que la banque finance au secteur public ait un impact sur le développement du secteur privé. Et je vais peut-être finir très rapidement en parlant donc, de la coopération Sud-Sud, qui vraiment est au centre de la stratégie d'appui du développement du secteur privé, avec notamment des stratégies d'intégration sous-régionale, que ce soit au niveau du digital comme au-delà de ça. Et ça, c'est à la fois, comme je le disais, par rapport à faciliter les flux mercantiles, les flux financiers, etc. Où je pense que M. Wali, hein, qui a mentionné Jumia, qui est d'ailleurs une des entreprises que la BAD avait regardé de très très près, qui est présente maintenant un peu dans pas mal de marchés en Afrique, hein, y compris ici en Côte d'Ivoire, où ils ont une très forte présence. Et donc, ils ont cette vocation-là, sous-régionale, et on a tendance à privilégier justement ce genre d'entreprise-là. Je crois même qu'ils sont listés sur la bourse de New York, et que bon, il y a eu des bas, mais c'est une entreprise effectivement qui a le mérite d'avoir osé innover dans un contexte qui n'est pas difficile. Donc voilà un peu, Serge, je vais peut-être m'arrêter là, et puis évidemment, s'il y a des questions, je suis ravi de les répondre. Merci. Merci Mohamedou. C'était donc forcément rapide, mais on voit qu'il y a beaucoup de pistes et quelques idées sur lesquelles on pourra revenir dans la deuxième partie du webinaire lorsqu'on procédera aux échanges. Martin, vous avez également donc une grande expérience.
dans ce secteur, dans la promotion de la collaboration Sud-Sud. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications générales et les illustrer, comme l'a fait Mohamedou, par quelques exemples précis? D'accord, merci beaucoup. Merci à Smart Africa pour cette occasion d'intervenir dans ce webinaire. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir représenter le Centre du commerce international. Nous sommes une agence de l'ONU basée à Genève. Nous faisons également partie de l'OMC. Donc, nous sommes à cheval entre deux mondes, deux perspectives, mais qui croient toutes les deux dans le multilatéralisme. Et c'est dans ce contexte aussi que j'aimerais partager quelques éléments sur notre travail et puis peut-être des idées sur le thème finalement de ce webinaire, c'est-à-dire la Tunisie comme centre pour le numérique en Afrique. C'est un positionnement sur le continent et je pense que c'est quelque chose qui doit passer par la notion d'inclusion dans des chaînes de valeur et dans des logiques de partenariat. Donc, c'est ça que je vais essayer de décrire un petit peu. Donc, pour le Centre du commerce international, ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes 100% dédiés au développement du commerce, que ce soit le commerce national, le commerce régional ou international. Et c'est vrai que ces trois dimensions sont extrêmement importantes parce que c'est devenu compliqué de faire de l'international. Le régional, on recommence à peine. Et même le domestique, le national, c'est pas évident. Donc, nous sommes là pour accompagner les entreprises dans un contexte totalement bouleversé. On aurait fait ce séminaire il y a 4 mois, on aurait sans doute parlé de beaucoup d'autres choses. Et maintenant, on a cette nouvelle logique qui s'impose à nous, ce nouveau contexte. Et donc, pour nous, c'est un accompagnement des PME qui est notre fonction principale, des PME dans tous les secteurs et dans mon cas en particulier celui du numérique. Donc, ce sont des entreprises de services numériques matures, des PME au Sénégal, en Ouganda et ailleurs que nous accompagnons, et des startups de la tech, des jeunes pousses qui sont des entreprises sur une dizaine de pays qui ont des ambitions panafricaines pour la plupart. Rarement au-delà d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est vraiment une volonté de conquête du continent, pas forcément du monde. Donc, et sans doute parce qu'elles savent que c'est déjà assez compliqué de se développer à un niveau régional. La dimension continentale, on a parlé de Jumia, c'est vrai que c'est un bel exemple qui est quand même lourdement financé en dehors du continent, qui est sur la bourse de New York, et des entreprises panafricaines. On en voit quelques-unes émerger. Je pense par exemple à Flutterwave au Nigeria, des entreprises qui s'appuient sur des marchés nationaux très forts, des grands marchés nationaux, l'Afrique du Sud, Nigeria, le Kenya, l'Égypte aussi. Ce sont les 4 pays qui drainent le capital risque aujourd'hui en Afrique. C'est 80-85%, je crois, du capital risque, si on croit le rapport Partech sur le sujet. Et ces fonds qui vont dans l'innovation en Afrique, ils vont sur des startups qui sont dans ces pays-là et qui, elles, effectivement, sont en train de se déployer à travers le continent avec des contraintes d'environnement des affaires dont M. Ayatou a bien parlé, qui sont confrontés à des opportunités de passage à l'échelle qui sont bloquées finalement après par beaucoup de contraintes réglementaires. Et ce sont ces problèmes-là auxquels se retrouvent confrontées les entreprises tunisiennes, je crois. Donc, il y a les dimensions linguistiques, mais au-delà, c'est que l'intégration régionale n'est pas simple. L'intégration continentale, on le voit bien avec les débats sur la zone de libre-échange continentale, sont encore bien plus compliquées. Donc, nous essayons
en tout cas pour notre part, d'aider ces entreprises à passer à l'échelle. Et on croise souvent la Tunisie sur cette route. Ce sont des entreprises d'Afrique subsaharienne avec lesquelles nous travaillons. Et la Tunisie, par exemple, c'est le CITIC, donc une plateforme qui permet à des délégations de beaucoup de pays africains de se retrouver une fois par an. Nous espérons que ce sera à nouveau le cas l'année prochaine. Et donc voilà, et je pense que ça c'est important dans cette notion de centre du numérique en Afrique, c'est d'être aussi une plateforme, c'est-à-dire un lieu d'échange et pour permettre à une délégation du Sénégal de faire des affaires avec celle du Bénin. Donc ça, c'est un rôle vraiment important à jouer et il y a peu de plateformes comme ça. Il y a un autre Smart, le Smart Africa, qui joue ce rôle, je pense, avec Transform Africa, notamment au niveau des marchés publics, donc qui permet de se connecter avec des décideurs quand même d'un nombre croissant de pays. Et donc, je crois que ça, c'est important. Le CETIC, par exemple. Puis, il y a quelques autres compétitions de start-up aussi qui sont organisées à Tunis. Donc, c'est des plateformes pour permettre à des entrepreneurs de se rencontrer, d'échanger, de réseauter. Après, c'est aussi l'expertise tunisienne. Nous avons par exemple travaillé avec Flat Six Lab, qui est un accélérateur à Tunis, sur Bamako. Et donc, c'est une expertise, une maturité par rapport à des problématiques d'entrepreneuriat que nous apprécions beaucoup pour pouvoir justement servir d'exemple et d'inspiration à des startups peut-être un peu moins avancées. Et donc, et puis au niveau environnement des affaires, c'est un exemple moi, qui me plaît beaucoup, c'est la Tunisia Startup Act, que vous connaissez et qui a eu vraiment un rôle d'entraînement, un effet d'entraînement sur l'ensemble du continent, extrêmement intéressant avec… Bon, là, par exemple, je travaille beaucoup sur le Sénégal qui avait suivi de très près. On est en train d'appuyer également la même initiative à Abidjan, en attendant bien sûr qu'on puisse retourner aux affaires, au Bénin également. Donc il y a vraiment eu une émulation par rapport à cette Tunisia Startup Act. Et je crois, pour être un vétéran du travail, de tout ce qui est TIC pour le développement, Digital for Development maintenant, comme on dit si bien, la Tunisie avait toujours joué un rôle de précurseur. Hein, donc, même il y a une dizaine d'années, c'était dans le cadre du SMSI, par exemple. Donc, ça aussi, c'est vraiment important pour avoir un peu, je pense, peut-être jouer de cette notion de soft power. Quand on n'a pas les divisions de blindés qu'on peut aligner, comme disait M. Wally, eh bien, il faut pouvoir jouer d'autres leviers. Et le soft power, il s'exprime justement par cette capacité à servir de plateforme de réseautage. Après, un autre aspect, c'est l'éducation. Donc, effectivement, c'est un des grands problèmes pour le digital en Afrique, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources humaines qui sont prêtes à aller dans ces secteurs qui sont en pleine croissance. Donc, on voit ce problème très fort dans beaucoup de nos pays. Et les pouvoirs publics n'ont pas encore réussi à trouver la solution magique pour aligner leur système éducatif avec les besoins du secteur privé. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on voit des initiatives intéressantes. Je pense par exemple à l'école 42 à Paris, qui sortent totalement des concepts habituels. Et on voit d'autres acteurs qui s'inspirent de ces modèles-là, notamment en construisant des curriculums avec des briques qui viennent du monde du numérique, je pense au MOOC. Et donc, on peut former des jeunes comme ça à moindre frais. Et on le voit par exemple avec Volcano au Sénégal. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'exemples en Tunisie où justement ce leadership sur de la deep tech, notamment l'intelligence artificielle, où il y a des capacités en Tunisie qui peuvent là aussi avoir un effet, un impact sur le reste du continent. Je pense que ça, c'est vraiment une carte à jouer en termes de soft power.
Alors, bon, le contexte est difficile, hein, ça c'est évident. On a conscience que avec le Covid, nos entreprises du numérique, en dehors de Zoom, qui voit son cours à la bourse de New York s'envoler, grâce à nous, notamment cet après-midi, nos entreprises souffrent. Elles sont peu nombreuses à avoir tiré leur épingle du jeu au cours des derniers mois. On a fait une enquête auprès des startups, les 200 startups avec lesquelles nous travaillons à travers le continent, et c'est les 3/4 qui ont vu leur chiffre d'affaires se réduire, et moins de 10% qui ont réussi au contraire à se développer. Et généralement, c'est simple, hein, c'est sur le e-commerce, la fintech et l'éducation en ligne. Je pense notamment à Etudesk à Abidjan, où vous vous trouvez, et qui est une entreprise qui a réussi justement parce que tout se passe en ligne, à développer son marché, notamment en allant sur Dakar pendant le confinement. Donc voilà, ça, ce sont des cartes à jouer. C'est lorsqu'on est capable d'être activé en ligne et puis de répondre à un besoin pressant, comme c'est le cas du e-commerce ou du paiement propre, hein, des paiements propres en ligne. Donc, l'international pour nos entreprises, en dehors de ces exemples qui sont des pure players digitaux, l'international a souffert beaucoup parce que les intrants n'arrivaient plus, il n'était plus possible de traverser les frontières pour exporter. Et puis l'emploi aussi, hein. Donc, ce sont des entreprises qui ont été obligées de baisser les salaires, qui ont été obligées de mettre du personnel à temps partiel, donc qui ont perdu des talents. Et dans ces secteurs-là, c'est extrêmement important de garder ces talents. Donc, ça va affaiblir ces entreprises. Donc, ça, c'est effectivement des conséquences qui sont bien dommageables et qui menacent la survie de l'entreprise. Et puis là aussi, sans surprise, elles sont un tiers à nous avoir confié qu'elles ne tiendraient pas plus de 6 mois dans ces conditions actuelles. Donc, je pense que la réalité ne doit pas être bien différente en Tunisie. On voit qu'elle est de cette nature dans beaucoup de pays à travers le monde. Et donc, la notion de partenariat, elle est d'autant plus importante. Une entreprise comme Etudesk ne se développe pas à l'international toute seule. Elle a besoin de partenaires à Dakar, par exemple, ou ailleurs. Donc, pour les entreprises tunisiennes qui ont des ambitions panafricaines, cette notion de partenariat elle est extrêmement importante. Ce sont des partenaires qui sont des partenaires sur les appels d'offres, par exemple. Des appels d'offres gouvernementaux, des appels d'offres avec des grandes entreprises. Y aller seul, ça n'a pas de sens. Donc là, ici, la nécessité de constituer des consortiums, elle est évidente, mais elle ne va pas de soi malgré tout. Donc, on voit souvent une réticence à travailler ensemble sur ce genre d'appel d'offres. On le voit déjà, des problèmes au niveau national, des entreprises qui refusent de travailler ensemble, elles ne se font pas confiance. Donc, ce problème de la confiance, malheureusement, il est énorme et il ralentit le développement de nos entreprises et leur internationalisation. Et donc, ces partenariats, eh bien, ils doivent s'appuyer sur des opportunités d'appels d'offres très structurés qui leur permettent aussi de professionnaliser leur développement. Et c'est donc aussi des logiques de chaîne de valeur. Donc, c'est par exemple le cas de Vocalcom, hein, une entreprise qui peut équiper des centres de contact à Dakar, et ces centres de contact ensuite fournissent des services en Europe ou ailleurs en Afrique. Donc, on est sur des logiques de chaîne de valeur qui sont importantes, où il y a une notion de, comme on dit si bien en français, de win-win. Donc, c'est ce que nous encourageons, et on essaye de le faire. Par exemple, là, à partir de demain, il y a une foire virtuelle qui va être lancée à partir de Cotonou, au Bénin. Et nous l'avons ouverte comme ça à tout hasard à nos entreprises à travers le continent. Et nous avons été très, très surpris de voir l'enthousiasme d'entreprises, même certaines déjà assez matures, hein, de start-up qui sont déjà solides par rapport à cette initiative, parce qu'il y a, je pense, vraiment une ouverture sur toutes les opportunités qui peuvent permettre de relancer la machine. Donc, je ne dirais pas que c'est en désespoir de cause, mais en tout cas, clairement, il y a une grande ouverture d'esprit sur ce genre d'initiative. Là aussi, il y a 6 mois, on aurait dit on va faire une foire virtuelle, on aurait haussé les épaules, on n'aurait pas été partenaire, je pense.
Donc aujourd'hui, on va essayer, de même que ce webinaire aujourd'hui est excessivement facile à mettre sur pied et à mobiliser aussi des participants, eh bien, peut-être que cette foire virtuelle, ça va être quelque chose qui va porter ses fruits. On va essayer. Donc, voilà, pour conclure, c'est donc la nécessité de travailler sur des partenariats panafricains, des partenariats où on se met au même niveau, parce que des partenariats asymétriques où des poids lourds viennent s'implanter, travailler avec des sous-traitants, généralement, ce n'est pas satisfaisant pour les deux parties et ça ne va pas très loin, à moins que ça n'aboutisse à des fusions, ce qui n'est pas mauvais non plus, hein, mais si on veut vraiment pouvoir travailler, collaborer dans une logique de coopération sud-sud, c'est cette notion de partenariat symétrique. Et puis, la confiance qui se construit, je pense aussi, avec des intermédiaires comme nous, qui jouons le rôle d'intermédiaires honnêtes. Et donc, c'est toutes les structures intermédiaires, les hubs, les associations sectorielles, les Smart Tunisia, les Smart Africa. Et puis, l'idée de jouer donc du soft power de la Tunisie pour développer des relations panafricaines à partir de la plateforme Tunisie. Voilà. Merci beaucoup, Martin, pour toutes ces indications, à la fois les bienfaits et les méfaits du virus. Ombline, donc, vous êtes à Vocalcom, on vient d'en parler. Vous couvrez une bonne partie de l'Afrique, qu'elle soit francophone ou anglophone. Est-ce que vous pourriez, en quelques minutes, nous faire part de votre expérience et de vos recommandations? Oui, tout à fait. Merci Serge et encore merci Martin. Bonjour à tous. Je vais vous parler d'abord une présentation rapide du groupe. Vocalcom, c'est un groupe français qui a plus de 25 ans, qui est éditeur de logiciels, leader mondial sur le marché des solutions de centres de contact. Nous avons des bureaux implantés dans 19 pays et nous couvrons un peu plus d'une cinquantaine au travers de nos partenaires. Donc justement, Martin en parlait, nous, la partie partenaire est très, très importante chez Vocalcom. En Tunisie, Vocalcom existe depuis une dizaine d'années et elle propose aux entreprises des solutions de gestion de relations clients. Ces solutions sont omnicanales. Donc, elles permettent une interaction sur l'ensemble des canaux comme la voix, le SMS, l'email, le fax et les réseaux sociaux. Et donc, notre portefeuille client, ce sont des banques, des assurances, des opérateurs télécoms, des sociétés d'électricité, en tout cas toutes les sociétés qui ont besoin de gérer leurs relations clients. Depuis la Tunisie, nous gérons 23 pays d'Afrique. Donc, ça va de l'Algérie, Nigeria, Mali, Tchad, Côte d'Ivoire, Burundi, Kenya et on va jusqu'en bas, île Maurice, Madagascar. Donc, le témoignage que je voulais apporter, c'était pourquoi en fait la Tunisie est pour nous un hub pour l'Afrique. Donc, il y a plusieurs raisons. D'abord, on ne le dira jamais assez, mais la valeur humaine est toujours plus forte. Nous avons en Tunisie des ressources qualifiées. Ces ressources qualifiées sont là aussi parce que nous avons des écoles qui sont connues, nous avons un écosystème aussi qui permet de favoriser les compétences ou les entreprises, comme Smart Tunisia, comme le programme ELIF, comme l'arrivée dernièrement de Holberton School, pour ne citer que. Donc vraiment, on a un environnement positif. L'un des troisièmes atouts, c'est encore une fois que le pays est francophone. Donc, ça nous permet d'élargir notre terrain de jeu, bien que nous travaillons aussi beaucoup sur l'Afrique de l'Est, donc anglophone, on n'a aucun problème de langue en Tunisie, tous nos collaborateurs parlent couramment anglais. L'un des derniers atouts, c'est l'image de la Tunisie sur les autres pays d'Afrique. Souvent, le pays est assimilé à la compétence et au sérieux. Et justement, dans ce continent qui est pris d'assaut par les Indiens, hein, les Chinois,
on a vraiment une carte à jouer en favorisant les relations sud-sud. On en a beaucoup parlé, mais c'est exactement ce que nous faisons chez Vocalcom. D'ailleurs, la Tunisie est devenue le headquarter africain. Donc, pour finir, ce que nous avons appris pendant la crise du Covid, c'est qu'il n'y a plus de problème de mobilité. Les mentalités ont changé, nos méthodes de travail aussi ont évolué. Effectivement, ce genre de webinaire peut-être n'aurait pas pu avoir lieu il y a quelques mois. Et je vous donne aussi un autre exemple. Il y a 4 mois, mon équipe technique me disait que c'était impossible de faire des formations à distance. Maintenant, on ne fait que ça depuis 3 mois. Donc, on n'a plus de frontières. Et pour moi, la Tunisie a une vraie place dans ce continent d'avenir. Voilà, Serge. Non, ça y est, Serge, il est parti. Merci beaucoup. En tout cas, merci de la brièveté et d'avoir développé les atouts de la Tunisie et d'avoir été extrêmement convaincante. Je vais à Emna Rahouf, qui elle aussi a une grande expérience des relations avec la Tunisie, bien sûr, et avec le reste du monde et de l'Afrique. Quelles sont ces expériences et aussi d'éventuelles recommandations pour ceux qui voudraient à partir ou avec la Tunisie travailler. Merci Serge, merci à vous tous pour vos témoignages, merci aux participants. Deloitte, leader mondial des services professionnels, moi je pilote depuis quelques années le conseil sur l'Afrique francophone. Donc on a l'occasion d'accompagner à la fois des acteurs privés mais des gouvernements dans leur stratégie et dans la mise en place de leur stratégie. Et nous avons justement déjà en interne développé pas mal de synergies entre nos équipes dans les 20 pays africains de l'Afrique francophone dans lesquels on est présent, puisque tous les ans, il y a des séminaires de formation qui sont là. Notre quotidien, c'est des webinaires depuis toujours avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le RDC. Et ça, c'est des synergies qu'on a depuis plusieurs années. Effectivement, comme vous l'avez dit, avec le Covid, les choses se sont beaucoup accélérées et se sont aussi accélérées parce qu'il y avait un climat de confiance qui était déjà établi. Et donc, ces barrières géographiques qui s'atténuent et qui s'apaisent, avec on va dire une confiance et un relationnel qui est déjà là, nous a permis de renforcer encore plus les synergies, encore plus les partages de talents et d'expertise entre les différents pays. Et Dieu sait qu'en Afrique, on en a besoin. Deuxième élément, comme vous l'avez déjà dit, les métiers liés au digital ne sont plus et ne sont pas du tout rattachés à un emplacement géographique. Le Covid l'a montré et ça va s'accentuer encore plus. Et je pense qu'en Afrique, l'absence d'infrastructures nous permet d'aller très très vite par rapport à ces accélérateurs, puisqu'il n'y aura pas de frein, il n'y aura pas de résistance. On pourra directement aller sur des solutions full digitales sans avoir à, on va dire, changer ou subir des résistances potentielles. Le dernier élément par rapport à la collaboration Tunisie avec d'autres pays africains, je pense que c'est important de la penser agile, dans le sens où il y aura des apports d'expertise apportés par la Tunisie, mais aussi d'autres apports d'expertise apportés par d'autres pays. Vous parliez tout à l'heure de retour d'expérience Startup Act. Effectivement, Startup Act Tunisia a été on va dire un modèle qui a été enrichi au Sénégal, puis ensuite au Bénin, et puis chaque pays l'a mis à sa sauce. Et il y a plein d'autres exemples où la Tunisie s'est imprégnée de retour d'expérience sénégalais ou camerounais ou que sais-je. Et c'est cet enrichissement, ce partage qui va être ce mode de collaboration win-win qui va être clé. Après, je vois trois sujets sur lesquels il peut y avoir réellement une synergie. Le premier, c'est la formation dans le métier du digital. Vous savez que la moyenne d'âge en Afrique, c'est 17 ans. Donc, pour vraiment insister sur la formation et la formation dans les métiers du digital, que ce soit en travers de
parcours classiques, donc d'ingénieurs ou d'autres parcours, mais aussi parcours de deuxième chance ou l'école de deuxième chance, développée en partenariat public-privé. Il y a le programme ALIF, mais il y a plein d'autres programmes aussi qui peuvent être développés en synergie entre le public et le privé. Et je prendrai un troisième exemple, les formations qui ont été portées par Smart Tunisia pour justement renforcer les compétences dans le métier du digital. Donc, il y a eu énormément on va dire, de parcours différents, que ce soit des parcours classiques comme on commençait à les développer dans nos pays, des parcours de l'école de deuxième chance ou des parcours de conversion on va dire d'adultes. Tout ça, c'est aussi un savoir-faire où je pense que dans les différents pays de l'Afrique, on en a besoin. Il y a pas mal d'expériences aussi dans d'autres pays et ces partages d'expériences vont être clés. Le deuxième pilier sur lequel je pense qu'il peut y avoir aussi une synergie, c'est le numérique dans la santé, le numérique pour la santé. Dans le contexte Covid, le besoin se sent de plus en plus fort. On sait qu'en Afrique, on a une carence d'infrastructures et d'infrastructures d'une part et de compétences en termes de médecins d'autre part. On sait que les besoins sont énormes et c'est un levier pour l'ensemble du continent de renforcer ce pilier du numérique pour la santé. En Tunisie, certes, il y a pas mal de références, pas mal d'expertise, que ce soit sur le digital, mais aussi sur le métier médical en tant que tel. Et je pense que sur ça, il y a effectivement pas mal de collaborations à créer. Et puis le troisième pilier, c'est tout ce qui est structuration de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Parce que c'est les enjeux de demain, les enjeux de l'Afrique surtout. Il y a tout un écosystème qui s'est construit autour du Startup Act et ça c'est clé en termes de mode de financement, mode de labellisation, mode d'accompagnement. On voit l'ensemble des besoins un peu partout dans les différents pays qui ont été cités et là je pense qu'il y a vraiment des modèles sud-sud à bâtir en collaboration bien sûr avec le Nord. Et là, le rôle de la diaspora peut être structurant aussi. Voilà, donc vraiment trois axes forts qui sont la formation dans le métier du digital, le numérique pour la santé et puis tout ce qui est entrepreneuriat au sens large. Pour moi, ce sont des piliers clés par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Merci Emna. Elias, est-ce que la parole est à vous? Merci Serge. Je suis conscient du temps, donc je vais faire assez rapide également. Donc bonjour à tous et merci Smart Tunisia pour l'invitation et pour ce que vous faites, parce que je pense qu'à force de vous écouter, moi-même j'ai fait le bond et je me suis revenu vivre en Tunisie, en tout cas, non seulement physiquement, mais aussi en tant qu'investisseur. Donc je pense que ce que vous faites marche. Voilà, je remercie ce que vous faites, aussi la Fondation de Tunisie, avec le programme ALIF que nous suivons de près. Pour vous donner des éléments de background, voilà, j'ai passé une dizaine d'années en banque d'investissement à Londres et ensuite j'ai travaillé à la BAD où je gérais un fonds d'à peu près 40 millions de dollars où j'investissais, en tout cas, où nous investissions dans les écosystèmes entrepreneuriaux sur le continent pour la création d'emplois, notamment tout ce qui était le volet technologique était un focus fort. Ensuite, donc j'ai travaillé en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud également, sur plusieurs projets entrepreneuriaux. Et ensuite, voilà, j'ai décidé de revenir en Tunisie. Aujourd'hui, j'interviens en tant que Head of Compliance à Tfanan Tunisie Créative, qui est un programme financé par l'Union européenne et qui appuie le secteur culturel en Tunisie, notamment l'entrepreneuriat culturel, qui est financé par l'Union européenne, mais aussi en tant qu'angel. Donc, mon intervention va être, en tant qu'angel faisant partie d'un network ou de business angel qui s'appelle Bridging Angels.
On se focalise également sur les startups technologiques qui se développent en Afrique, mais aussi depuis l'Afrique. Donc voilà, au niveau de mon intervention, je vais me focaliser un peu sur le côté digital et technologique en Tunisie et pourquoi la Tunisie se positionne en tant que chef de file sur le continent africain, toujours dans le contexte africain, parce que même si le digital est souvent assimilé à une économie parallèle, souvent immatérielle, j'aime rappeler à certaines personnes que l'interface est peut-être immatérielle, mais il y a quand même pas mal d'infrastructures importantes à avoir qui soient solides et qui permettent le digital ou l'économie digitale de pouvoir fonctionner dans un pays, notamment les infrastructures de transport, que ce soit routières, ferroviaires, maritimes ou aériennes, les infrastructures électriques, technologiques et administratives. Donc, la Tunisie, je trouve, se positionne quand même de façon très bonne par rapport à d'autres pays africains. Dans l'infrastructure de transport, en tout cas, si on regarde la Tunisie, il y a à peu près 9 aéroports internationaux qui assurent quand même plus de 1000 ou 1500 vols hebdomadaires. Donc ça, c'était bien entendu avant la crise du Covid, mais la fréquence était quand même assez importante pour permettre d'être basé en Tunisie tout en pouvant accéder à des marchés comme l'Europe ou l'Afrique ou même la région MENA assez facilement entre 2 et 7 heures de vol, que ce soit pour aller à Paris ou même en Afrique du Sud et à Dubaï. Donc sa position géostratégique est quand même assez attirante. Il y a aussi des ports maritimes, donc pour l'import-export, pour certaines startups technologiques qui utilisent en tout cas ces moyens. C'est quand même assez important de savoir qu'il y a 7 ports commerciaux et qu'il y a des lignes assez régulières qui permettent les échanges à ce niveau-là et les échanges de fret. Au niveau routier aussi, quand je positionne la Tunisie dans le contexte africain, la couverture, en tout cas, le réseau routier en Tunisie est quand même bien développé par rapport à d'autres pays en Afrique. On a à peu près 12% de notre superficie qui est bitumée. Et lorsqu'on compare ça avec des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, où j'ai vécu, ils ont à peu près 85 000 km de route, mais 90% sont des routes de terre et pratiquement impraticables. Lorsqu'on a une société de e-commerce, c'est un facteur qui joue énormément dans le pays. Et là aussi, comparé à la Côte d'Ivoire, elle a à peu près 3% de ses routes qui sont goudronnées par rapport à ses superficies, alors que la Tunisie en a 12%. Donc, ça met un peu en perspective les infrastructures de base auxquelles on ne pense pas quand on va créer la jeune start-up, etc., parce qu'on est assez optimiste, mais ça compte quand même dans le fait que la start-up réussisse ou pas. L'infrastructure électrique, je pense que la Tunisie est quand même bien positionnée avec un taux d'électrification d'à peu près 99%. Quand on voit au Sénégal, ils sont à peu près 61%, le Nigeria et la Namibie presque à 50% de connexion à l'électricité. Donc, c'est quand même aussi un élément très, très important pour pouvoir développer les PME ou tout simplement le tissu des PME dans un pays. Mais quand je parle d'électricité, je parle aussi le fait d'avoir de l'électricité en continu. En Afrique, même si, en Tunisie, il y a peut-être des coupures ponctuelles, mais dans des pays comme le Nigeria ou le Bénin, il y a quand même des coupures d'électricité journalières de plusieurs heures. Donc, c'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs subissent dans certains pays africains et qui impactent directement la rentabilité des entreprises, parce qu'imaginez une entreprise industrielle ou semi-industrielle qui subit les coupures d'électricité journalières, ça va forcément impacter la rentabilité, soit en faisant appel à des groupes électrogènes ou peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, je pense que ça compte quand même comme facteur de base lorsqu'on veut investir en Afrique ou d'avoir des infrastructures de base qui soient solides. L'infrastructure technologique, je pense que l'accès à l'Internet en Tunisie est quand même assez développé. Bon, on est quand même loin des taux aux États-Unis ou
ou en Europe qui est à peu près de 90-80%. En Afrique du Nord, on est à peu près à 55% d'internautes, alors qu'en Afrique subsaharienne, on est à peu près à 22%. Donc là aussi, l'accès à Internet est quand même important et ça s'est encore accentué après la crise du Covid. Même nous, en tant que projet de Fund and Tunisie Créative, on est passé du jour au lendemain en télétravail et ça s'est fait, mais de manière vraiment très fluide, je dirais. Donc, ça a été assez impressionnant de voir ça. Et donc, c'est quand même un point positif. Au niveau aussi des technologies, Badreddine, tu faisais allusion tout à l'heure à l'avance technologique que les pays développés avaient pour le développement des logiciels de marché, etc. L'Afrique peut-être jouer une carte au niveau du développement du mobile banking, où certains pays sont quand même en avance sur cette technologie. Et je pense que la Tunisie maintenant entre dans le marché, il n'est jamais trop tard, mais je pense que c'est aussi un aspect à développer très rapidement parce qu'on peut avoir une avance là-dessus. L'infrastructure administrative, bon, alors là, il y a beaucoup d'améliorations qui se sont faites dernièrement. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais dans le contexte actuel, voilà, je pense qu'il y a des progrès qui se font dans la protection des données, avec le rapprochement des lois européennes, que ce soit avec la création de certaines plateformes digitales pour pouvoir faciliter les processus administratifs, le Startup Act. Le Startup Act peut-être paraît une évidence maintenant en Tunisie, mais c'est quand même quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre au niveau d'un pays, de pouvoir vraiment élever tout un écosystème, que ce soit entrepreneurial, mais aussi il faut attirer les investisseurs. Il y a vraiment l'écosystème est un environnement complexe. Le Startup Act qui aujourd'hui inspire d'autres pays africains, et je parle du Startup Act tunisien. Par exemple, le Mali est aussi en train de rediriger sa stratégie vers les jeunes et la technologie et est inspiré par ce que la Tunisie fait. Donc voilà, je pense que la Tunisie a su saisir l'opportunité de ses manques de ressources naturelles, mais aussi sa position géostratégique. Voilà, et a su tourner, en tout cas, sa stratégie de développement vers les jeunes et la matière grise. Plusieurs choses restent à améliorer, mais je pense que le pas a été un pas de géant si on regarde les 10 dernières années qui sont passées. Moi, je ne pensais pas revenir en Tunisie et mettre mon propre argent dans des startups. Donc voilà, j'ai fait le saut et je suis très content. Et j'encourage aussi à d'autres investisseurs qui souhaitent investir en Afrique de regarder la Tunisie de plus près et puis de faire partie de ceux… Enfin, le timing dans l'investissement est quand même assez important. Il faut être vraiment au début de la courbe si vraiment on veut vraiment absorber la croissance. Donc, je pense qu'on est au début de la courbe en Tunisie et je pense que je suis un optimiste de nature, donc j'y crois. Voilà pour ce que je pense. Merci. Merci de ce plaidoyer, de ce témoignage de confiance. Nous avons une série de questions, mais qui se rapportent à un autre avantage qu'a la Tunisie, c'est la mer et le soleil. Donc, je renverrai les questions à Martin et à Mohamedou pour ces questions posées par un groupe hôtelier. Il y a 3 questions qui s'adressent aux 3 intervenants. La première question, c'est pour Badreddine. On nous a présenté tous les atouts de la Tunisie, qu'ils soient en termes d'infrastructures, d'infrastructures de transport, infrastructures numériques, télécommunications, que ce soit avantage juridique avec le Startup Act. La question est sur le tissu des entrepreneurs en Tunisie. Un Africain qui veut nouer des contacts avec des entrepreneurs tunisiens,
que va-t-il avoir en face de lui? Avec Badreddine Ouali, on a un exemple d'un entrepreneur qui est à cheval sur la Tunisie et le reste du monde. Est-ce que Badreddine pourrait nous dire un peu quelle est la culture entrepreneuriale en Tunisie et quels sont les partenaires possibles dans les différents secteurs qui se rapportent au numérique et la capacité à nouer des partenariats en profondeur ou à accueillir, comme on vient de le signaler, des investissements africains tournés vers l'Afrique ou tournés vers le Nord. Merci Serge. Il y a d'innombrables, alors un peu comme tous les pays où il y a eu beaucoup d'activités et où il y a beaucoup d'activités digitales, il n'y a pas un centre unique où il y a tout le monde, heureusement d'ailleurs. Le système de parti unique a fait long feu. Il y a néanmoins des choses très structurées. Donc, si par exemple, on s'adresse aux avantages de l'investissement en Tunisie, à la partie législation, à comment accéder au marché tunisien, comment s'implanter en Tunisie, comment recruter, quelles portes il faut frapper, quelles universités, quels centres, etc. Là, c'est plutôt Smart Tunisia. Si vous voulez savoir comment est la vie des startups, comment marchent les startups, comment on peut y investir, qu'est-ce qu'il faut faire avec elles, avoir leur nombre, dans quel secteur elles sont, les prix qu'elles ont eus, etc. Alors là, il y a deux organismes, un qui est public, qui est le Collège des startups, et un qui est l'association des start-upers elles-mêmes, et qui les deux se feront un plaisir de vous accueillir, de vous aiguiller. Et puis, comme les autres intervenants l'ont indiqué, il y a des incubateurs, des coworking space, des accélérateurs, etc. Et donc, il y a tout un tissu d'organismes. Néanmoins, puisque dans ce séminaire, c'est Smart Tunisia qui a pris l'initiative, nous serons ravis, en tant que Smart Tunisia, d'être la vitrine ou d'être la porte d'accès et de pouvoir faciliter l'accès à tous ces organismes, qu'ils soient publics ou privés. Merci. La seconde question s'adresse à Mohamedou. On a bien entendu ce que fait la Banque africaine de développement pour encourager des partenariats, soutenir des entreprises dans leur ambition panafricaine. La question est de savoir ce que peut faire ou ce que fait la BAD pour encourager des alliances, des partenariats entre entreprises africaines et ce que fait ou ce que peut faire la BAD pour permettre aux startups africaines de trouver les moyens, notamment financiers, pour franchir les étapes de développement, de leur développement. OK. Donc, juste pour m'assurer, parce que j'avais un petit problème de stabilité d'Internet, donc la question, elle est en deux volets. Alors, le premier, c'est qu'est-ce que la BAD fait pour faciliter les partenariats? C'est ça, hein, Et puis, deuxièmement, c'est quels sont les moyens financiers mis à disposition. Je crois que pour le premier… d'échelle, qui est un problème de financement, de développement. D'accord. Je crois que pour le premier, alors la BAD, dans la valeur de proposition de la BAD, au-delà du financement qui est peut-être la position par défaut, hein, il y a aussi cette notion on dit convening power, qui est la capacité de l'institution à mener ensemble, on va dire, un certain nombre de partenaires ou parties prenantes, pour justement faire avancer un agenda particulier. Et là-dessus, je dirais qu'il y a 4 ou 5 niveaux différents. Le premier, c'est déjà dans le dialogue avec le gouvernement, de voir un petit peu, et je crois que M. Ouali a fait allusion à ça, déjà qu'est-ce qui existe et qui est appuyé par le gouvernement dans le pays et que nous, on peut renforcer. Donc, ça peut être des associations d'industrie, ça peut être à travers les chambres de commerce, à travers les
les institutions de promotion des investissements, etc., qui ont vocation justement à favoriser les rapprochements entre les différents acteurs, notamment dans le cadre de formation de partenariats. Donc, ça, c'est un premier niveau. Comment est-ce qu'au niveau donc, du dialogue avec le gouvernement, on peut identifier ces acteurs locaux qui ont vocation donc, à susciter ces partenariats et voir comment on peut les renforcer dans leur mission. Le deuxième, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'à travers donc, les financements publics de la BAD au niveau des pays, on peut orienter ces investissements-là, en ce qui concerne le secteur privé, justement dans pour favoriser un petit peu le commerce intra-pays, et essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut justement créer des chaînes de valeur qui soient sous-régionales par leur nature, et voir un petit peu comment est-ce qu'à travers ces plateformes-là, on peut faciliter également les partenariats. L'autre, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on identifie et on accompagne justement des investisseurs privés, ça peut être les opérateurs locaux, sous-régionaux, même internationaux, mais qui ont besoin justement, pour soutenir leur investissement, d'avoir une espèce d'écosystème de partenaires. Ça peut être des partenaires locaux pour la distribution, pour la production, etc. Et donc soutenir financièrement et techniquement ce type d'opérateur. Quatrièmement, il y a littéralement les projets eux-mêmes. Donc, il y a tout un département, donc celui auquel je suis rattaché à la BAD, NSO, qui a la responsabilité d'identifier des projets privés, des entreprises privées dans lesquelles est-ce qu'on investit. Et un des critères d'investissement, justement, c'est de nous assurer que l'impact de cet investissement-là permet de drainer également le maximum de PME possible, le maximum d'entreprises privées possible. Au-delà, et là aussi, c'est un canal pour le partenariat. Et puis finalement, on a une plateforme de collaboration étroite avec les autres partenaires, notamment la Banque mondiale, la Banque islamique, tout ce qui intervient en Afrique, et où on essaie de se coordonner pour voir comment justement renforcer les partenariats, non seulement entre nous, pour avoir un plus long impact, mais aussi pour que nos actions soient concertées de manière à ce qu'on puisse renforcer ces partenariats locaux-là, avec les patronats, les chambres de commerce, les associations d'industrie, etc., pour justement atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est par rapport au partenariat. Maintenant, par rapport aux moyens financiers qui sont mis à disposition. Alors, comme je le disais, il y a des financements directs et indirects. Les financements directs, ça, c'est des projets privés, des entreprises privées dans lesquelles cela va intervenir, que ce soit à travers des participations financières directes ou bien à travers des garanties ou des instruments de prêt directement. Mais là, le défi qu'on a, c'est d'essayer justement de trouver l'équilibre entre le coût de la transaction et la profitabilité. Et pour l'instant, malheureusement, les tickets d'entrée sont autour de 15-20 millions d'euros. Et encore là, on est dans une recherche qui a malheureusement exclure les masses critiques de l'entreprise. Et c'est là où, pour compenser, on travaille beaucoup avec les intermédiaires financiers. Que ce soit les banques locales directement à travers lesquelles on met des lignes de crédit, qui elles maintenant sont destinées aux PME, aux startups, etc., ou des garanties, par exemple, ou alors en investissant directement dans des fonds d'investissement, notamment avec le cadre, qui eux, donc, ont la vocation d'identifier les startups dans lesquelles investir, vraiment en partenariat avec, ici par exemple, en Côte d'Ivoire, on échange avec Orange, qui a une espèce d'accélérateur, et donc on essaie de voir comment nous intervenir également financièrement et techniquement. Merci Mohamedou. La dernière question avant de laisser la parole à Badreddine pour le mot de la fin, c'est pour Martin. On voit bien que la dimension continentale est importante, la collaboration sud-sud,
mais néanmoins, il reste des obstacles, il reste des protectionnismes, que ce soit au niveau des marchés publics ou des accès à la profession. Comment, c'est la question, Martin, vous jugez la situation en Afrique de ce point de vue et quelle est son évolution et les grandes idées de marché continental africain permettent-elles d'accélérer cet affranchissement des tendances protectionnistes? D'accord. Alors ça, c'est un sujet extrêmement compliqué et polarisé. Et donc, j'ai évidemment pas une réponse parfaite à vous fournir sur le sujet. Je pense que c'est plutôt des pistes à explorer. C'est-à-dire que l'intégration continentale au sein de la zone de libre-échange, du point de vue du Centre du commerce international, nous considérons que c'est quelque chose de très important pour le développement des économies africaines. Mais en même temps, nous voyons que ces mêmes économies, beaucoup d'entre elles sont réticentes à activer la zone de libre-échange, notamment pour des raisons de concurrence entre les pays africains sur un certain nombre de produits et services, et également en raison de la crainte de voir des opérateurs internationaux s'implanter et prendre encore beaucoup plus facilement les marchés. Donc aujourd'hui, ça c'est un petit peu ce qui se passe au niveau continental. Après, la réalité au niveau régional, c'est qu'on est encore très loin de cette intégration panafricaine. Quand on voit par exemple l'Afrique de l'Ouest, les conditions dans lesquelles s'effectue le commerce régional, en dehors du Covid, hein, c'est quelque chose qui ne marche pas encore très bien. C'est-à-dire qu'il y a un cadre réglementaire, des textes, des accords interrégionaux, mais dans la réalité opérationnelle vécue par les populations et les entreprises, par nos PME, on n'est pas encore là. Donc, c'est des problèmes d'infrastructure de transport, en partie, mais c'est surtout des problèmes de mise en œuvre des textes existants, et ça se passe souvent aux frontières. Donc, pour les entreprises du numérique, les questions se posent un peu moins, mais elles se posent quand même. Il y a beaucoup de barrières non tarifaires auxquelles sont confrontées les entreprises dans les marchandises, mais dans les services aussi, des barrières qui freinent le développement du commerce. Ces barrières, elles doivent être identifiées. Donc, c'est un dialogue entre le secteur privé et le secteur public qui est important, et il passe par ces organismes intermédiaires que sont les chambres de commerce, les associations sectorielles, les plateformes comme Smart Tunisia, qui doivent jouer un rôle d'agrégateur, de consolidation de ces doléances du secteur privé, et ensuite les faire remonter au niveau du gouvernement. Quand il y a un environnement des affaires qui fonctionne bien, ça peut marcher pour faire sauter un certain nombre de verrous. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est le premier défi. On cite beaucoup l'exemple en Afrique subsaharienne du Rwanda, qui a fait beaucoup pour améliorer son environnement des affaires, notamment en regardant de très près l'index Doing Business de la Banque mondiale. Je pense que c'est un bon point de départ. Après, je ne dis pas que c'est parfait. Ce sont des outils aussi qui poussent dans une certaine direction, mais en tout cas qui permettent de simplifier la vie des entrepreneurs. Et donc, l'intégration continentale, elle restera sur le papier ou sur les pages web. Il ne se traduira pas dans la réalité s'il n'y a pas d'abord une vraie mise en œuvre des intégrations régionales. Nous avons par exemple une de nos startups à Abidjan qui s'appelle Legafrique, qui permet à des entreprises de s'inscrire en ligne et donc de s'immatriculer en ligne. Et c'est en théorie possible en raison des textes qui régissent la zone OHADA, mais dans la pratique, on voit bien que ça n'est pas le cas. Donc, comment passer de la théorie à la pratique? Je pense que c'est très important. C'est là où, par exemple,
l'Afrique pourrait s'inspirer de l'Europe. Je pense que là, il y a au moins au niveau des cadres réglementaires, des approches consultatives avec l'implication du secteur privé, une façon de faire intéressante et sans faire de copier-coller, mais de s'inspirer d'une approche intéressante avec des contraintes justement qui sont similaires. Ce n'est pas la Chine ou les États-Unis où il y a des champions qui s'appuient sur un énorme marché national, mais ce sont des acteurs de taille moyenne qui doivent essayer de grandir sur des marchés qui sont compliqués, très compétitifs et en même temps où le cadre réglementaire veille à ce que la concurrence reste forte. Donc, empêche l'émergence de grands champions. Je pense que c'est un petit peu l'horizon auquel fait face l'Afrique. Merci beaucoup. Badreddine, si tu veux avoir le mot de la fin, peut-être avec 3 petites indications qui reprennent des questions. La première, bien sûr, c'est quel est l'état des lieux de ce point de vue de l'ouverture du marché en Tunisie. Seconde question, de quelle manière la société civile participe-t-elle à la vie numérique et la dimension régionale dans ce secteur en Tunisie? Merci Serge. C'est difficile de résumer autant de richesses dans les interventions. Je vais recourir à des ficelles faciles et axer sur 3 idées principales. Ma petite conclusion. La première, c'est que je pense que tous les intervenants l'ont plus ou moins souligné, la Tunisie a une base très solide, et la base très solide, ce sont les ressources, ce sont les infrastructures et le cadre réglementaire. Et ces 3 choses sont des choses indispensables pour faire une industrie de la tech, pour faire en sorte que ça soit productif et possible. Mais c'est insuffisant, bien sûr, et on a besoin de tous les ingrédients, et on a besoin de tous et de tous les intervenants. Et donc là, on a essayé, durant ce webinaire, de bien faire en sorte que on voit des gros, des petits, des moyens, du multilatéral. Donc, vous avez vu Deloitte, un géant qui est intervenu avec M, parce que c'est indispensable d'avoir l'expérience mondiale. Mais vous avez aussi vu un éditeur qui a des partenariats sur toute l'Afrique, comme Vocalcom. Vous avez vu la BAD, un réseau de business angels, l'OMC. Donc, c'est extrêmement important de voir qu'il ne faut pas se dire je vais choisir une taille d'entreprise ou une taille d'intervenant ou faire que du bilatéral ou que du multilatéral. Il faut vraiment, entre guillemets, faire feu de tout bois et il faut que tout le monde se réunisse au même endroit, mais en s'appuyant sur une base extrêmement solide qui est la réglementation et surtout les ressources et les ressources de qualité pour ce secteur. La deuxième chose qui est, à mes yeux, très importante, c'est en Afrique, on a des problèmes à nous qu'on ne rencontre pas dans d'autres pays. Donc, les sujets de décaching, par exemple, que tout le monde a évoqué, mais il y a aussi des sujets aussi simples que, lorsque vous êtes en Europe et que vous voulez prendre le bus ou vous pouvez prendre le train, vous avez de l'affichage électronique, vous avez des tableaux, vous avez des choses comme ça. Pensez bien que c'est inadapté pour notre continent, probablement c'est trop coûteux, ça ne soutient pas les intempéries qu'il y a chez nous, etc. Et que des alternatives basées sur le téléphone mobile, etc., c'est des solutions qui vont marcher chez nous. Donc, nous devons inventer des solutions à nous face à des problèmes qui sont différents de ceux des autres, parce qu'on est différent, parce qu'on est dans un contexte géographique, politique, de développement, d'infrastructures différents. Et la troisième chose, c'est vraiment quelque chose qui, à mes yeux, est vraiment formidable, c'est que presque dans toutes les industries, nous sommes en Afrique, peu ou prou, avec du retard, parce que dans l'automobile, il faut qu'il y ait une industrie automobile, ou dans l'aéronautique, c'est pareil. Dans la santé, il faut qu'il y ait des labos qui fonctionnent, des CHU pointus, etc., etc. Il se trouve que le digital est presque le seul secteur où il y a juste besoin de quelques centaines de dollars d'équipement, un ordinateur et un câble,
et où la science est accessible à tous de la même façon partout dans le monde. Et donc, le secteur où nous avons cette richesse des jeunes qui pourra décoller et qui pourra décoller pour eux-mêmes, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, mais décoller pour nous, pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, c'est certainement le digital. Et le mot égalité, il est très, très important parce que c'est presque le seul secteur où il n'y a aucun complexe à être africain, où il n'y a aucune difficulté à être africain. J'allais dire presque au contraire parce que nous avons une panoplie de sujets que nous pouvons adresser en Afrique que les autres ne peuvent pas adresser. Et donc, pour nos jeunes, c'est clairement, et je pense que, puisque je suis censé parler au nom du ministre, aux yeux de la politique et aux yeux de nos pouvoirs publics, avoir un secteur où on offre de l'avenir pour le jeune à égalité avec le monde entier, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et je pense que la crise du Covid a montré combien le digital est important, combien l'Afrique avait des atouts. La Tunisie a fait des pas et j'espère qu'on fera des pas avec tout le continent africain pour pouvoir trouver des emplois et un avenir à nos jeunes. Merci Badreddine. Nous allons diffuser un compte-rendu écrit de ce webinaire à toutes les personnes qui se sont enregistrées. Ce webinaire sera sur le site de Smart Tunisia avec tous les contacts utiles. Je vois déjà dans les messages que Eliès a une demande de contact avec un opérateur économique à Montpellier qui souhaite approfondir des pistes de collaboration. Donc, c'est déjà un premier résultat encourageant de ce webinaire. Merci aux intervenants, merci aux témoins, merci aux participants. Et nous aurons un nouveau webinaire à la rentrée qui sera consacré aux startups, la Tunisie, terre d'accueil des startups, et qui s'adressera naturellement aussi bien à l'Afrique qu'à l'Europe. Merci à tous. Merci Serge. Merci, bonne journée. Merci. Merci tout le monde.